chère assistance. Bonjour, cher professeur. Bonjour, chère assistance. J'aimerais remercier professeur Naïma et professeur Boussika pour la confiance qu'ils me font de présenter ce travail aujourd'hui. Je vais vous parler du profil bactériologique des infections respiratoires au cours de la mucoviscidose au Maroc, notamment à Casablanca. Et donc, pour revenir sur la définition, la mucoviscidose est une maladie génétique due aux mutations du gène CFTR. Elle touche particulièrement les poumons et le tube digestif. Et dans l'affectation des poumons, on a des infections respiratoires chroniques qui sont la principale cause de morbidité et de mortalité. Et donc, je vais un peu vous parler de comment on passe de la mutation CFTR à l'infection pulmonaire, un peu de physiopathologie. Il faut savoir que l'épithélium pulmonaire est tapissé dans le liquide de surface des voies respiratoires ACL, qui est composé de deux couches. On a le mucus et on a la couche périciliaire. Et l'hydratation de ce ACL merci, monsieur Cham. Et l'hydratation de ce liquide des voies respiratoires de l'ACL est médiée par deux canaux. On a le canal CFTR et on a le canal ENaC. On a le canal CFTR et le canal ENaC. On peut voir ça ici, CFTR et le canal ENaC. Le canal CFTR sécrète les ions chlorure et le canal ENaC sécrète les ions sodium. Et en cas de mucoviscidose, le gène CFTR est muté et il perd sa fonction. Donc, on n'a plus de sécrétion de chlorure, on n'a plus aussi l'inhibition de l'ENaC parce qu'il faut savoir que le gène CFTR, lui, il inhibe le canal ENaC. Et donc, c'est ce qui fait que, par conséquence, on a l'épithélium pulmonaire. Par conséquence, on a un ACL qui est déshydraté, on a un mucus qui est épais, et lorsque ce mucus est épais, il adhère les parois respiratoires. Je vais encore vous montrer ça plus ici. Donc, on a un mucus épais qui immobilise les cils qui sont ici. Vous voyez le mucus qui est épais, les cils qui sont immobilisés. On a une clairance mucociliaire qui est diminuée. Donc, on n'a plus évacuation du mucus. Et lorsque ce mucus reste là et il stagne, on a une colonisation bactérienne, notamment par Pseudomonas aeruginosa et bien d'autres germes. Et donc, au vu de tout cela, nous avons fait un travail qui avait pour objectif de déterminer le profil bactériologique des infections bronchopulmonaires chez les patients atteints de mucoviscidose au Maroc. Et donc, on a eu l'expérience d'une étude rétrospective de 10 ans qui a été réalisée au CHU Ibn Roche, au service de pédiatrie, qui concernait 42 patients qui avaient un âge moyen de 36 mois, dont 3 ans. Et on a évalué la bactériologie. Nous nous sommes reposés sur les cultures d'expectoration avec des examens cytobactériologiques des crachats qui nous ont donné comme résultat un retard staturopondéral de 95%, 65% des infections chroniques à répétition et un forte de dénutrition de 38%. J'ai comparé cette étude avec j'ai comparé nos résultats avec l'étude de Carême et nos résultats sont quand même fort défavorables parce qu'avec l'étude de Carême, on voit qu'eux, ils sont à 4,4% de retard staturopondéral. Et on sait que lorsqu'on a une bonne prise en charge précoce, le statut nutritionnel est préservé dès la petite enfance. Et donc, cette pratique reste absente chez nous parce qu'on n'a pas de prise en charge précoce, parce que notamment, on n'a pas de dépistage néonatal. Ensuite, on a eu les résultats du TDM thoracique. Comme a dit le professeur Amanzoui, la dilatation des bronches, l'obstruction des bronches apparaît dès 3 mois. Donc, ça reste un peu dès 3 mois et puis ça évolue avec le temps. Donc, à 3 ans, cette étude de Peter et Day, ils se sont retrouvés à 60% de DDB. Mais nos patients, ils étaient à 56%. Ça reste quand même un écart énorme. Et bien sûr, ces 56%, ces résultats encore démontrent un manque de suivi précoce de chacun de nos patients, ce qui est dû au manque
de dépistage néonatal. Nos patients sont suivis, viennent à l'hôpital, ils ont déjà la maladie qui s'est installée. Les dilatations, les bronches, les poumons sont déjà obstrués. Vous voyez qu'ici, à 3 mois, on a déjà une atteinte des bronches et ces patients, ils sont suivis. À 3 ans, ils sont à 60% de destruction. Vous voyez ici, je ne vois pas ici. Dans tout ça. C'est là. Moi, je suis le pointeur et là-bas, j'essaie de voir 3 mois, je ne trouve pas. À 3 mois, ces patients ont déjà une atteinte de 29% et à 3 ans, pour des patients qui sont suivis depuis 4 mois, 3 mois, et ils ont quand même une atteinte, à 3 ans, ils ont quand même une atteinte des bronches de 60%. Donc nos patients qui sont arrivés, qui ont eu un diagnostic tard, on a un diagnostic ils sont venus, ils avaient déjà pratiquement 3 ans. Donc imaginez comment la maladie elle s'est installée, elle a carrément détruit les poumons et ce sont des conséquences souvent irréversibles lors de la prise en charge. Ensuite, on a les résultats du profil bactériologique. Sur 102 échantillons, on a eu 56% de présence de Pseudomonas aeruginosa et 21% de Staphylococcus aureus résistant à la pénicilline. Et dans ces 56% de PA, de Pseudomonas aeruginosa, on avait 23% de colonisation. C'est énorme. Je vais vous comparer ça avec des études de la France et de l'Italie. C'est le registre français de l'année, mais ce sont des données annuelles de 2023. Et dans ces données annuelles, on a remarqué qu'en France, c'est juste 14%, on a juste 14% d'infections chroniques à PA, comparé à chez nous où nous avons 23% de chronicité. Et en Italie, on a 5,5% de chronicité. C'est fort. Et vous voyez bien que chez nous, on a 23% des patients qui sont chroniques à Pseudomonas aeruginosa. Et en Italie, cette valeur s'approche de la nôtre chez les enfants. Comme professeur, j'ai bien aimé ce que le professeur Kalouche a noté, que le Pseudomonas aeruginosa, normalement, on atteint la colonisation, normalement, on a présence de PA après l'adolescence, au niveau adulte. Mais chez nous, ils sont là parce que toute cette cohorte, c'est une cohorte pédiatrique. Ils sont là et bien sûr, il y a les conditions de vie. Il y a des conditions de vie, on a remarqué, on a le dépistage néonatal qui est fait de façon retard. On n'a pas de dépistage néonatal, on a le diagnostic qui s'est fait tard, mais on pourrait aussi associer cette prévalence de PA avec les mutations, avec le profil génétique de nos patients. Parce que Maire et son équipe ont dit dans une étude de 2020, je crois, qu'il y a des mutations sévères de CFTR qui sont associées à une acquisition plus précoce de PA ou bien une atteinte pulmonaire plus précoce. Donc, on doit se poser la question si, hormis l'environnement, le fait qu'on n'a pas forcément de matériaux pour diagnostiquer plus précocement, est-ce que si le profil génétique n'est pas en jeu dans notre population? Et aussi, lorsqu'on parle de mucoviscidose, on ne doit pas seulement penser à Pseudomonas aeruginosa ou bien à Staphylococcus aureus. On a aussi le Burkholderia cepacia, comme les précédentes exposés l'ont dit. On a aussi le Maltofia, qui sont de bactéries qui viennent avec un déclin rapide du VEMS et de fortes exaspérations. On doit se poser la question de si dans notre structure ici à Ibn Roche, on a des kits qui nous permettent de détecter Burkholderia cepacia ou Maltofia, parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à Pseudomonas aeruginosa, à PA bien évidemment. Ensuite, on a le VEMS. On a trouvé parmi nos patients que 22% de nos patients avaient une obstruction des poumons sévère. Et cela peut s'expliquer notamment avec la progression de l'infection à Pseudomonas aeruginosa, parce que Margaret et son équipe dans une étude de 2023, ont dit que les enfants jamais colonisés par le PA ont un déclin du VEMS plus lent. Et la première infection, on a un déclin de VEMS qui s'accélère. Et lorsqu'on a colonisation, le déclin devient plus important. Donc moi, j'associe ces 22% de résultats sévères d'obstruction
à la colonisation de PA qui a un fort taux dans notre cohorte. On est quand même à 23% de colonisation chronique. Et la maladie, on a eu 43% de patients qui présentaient des exacerbations pulmonaires et une mortalité de 11% dans l'évolution de notre maladie. Mais j'aimerais aussi qu'on regarde aussi au niveau de la dénutrition, parce qu'on a eu quand même une baisse au niveau de la dénutrition. Au début, quand je vous ai montré les résultats, on était à 38% et ici nous sommes à 25%. Donc ça veut dire que la prise en charge nutritionnelle est beaucoup prise en compte pour le suivi de nos patients à IMUNROGE. Et donc pour la prise en charge, on passe par l'éradication du pseudomonas aeruginosa. Pour l'obstruction, on passe par la kinésithérapie. Pour l'inflammation, on a la prophylaxie à l'azithromycine. Et bien évidemment, on associe tout ça à une prise en charge nutritionnelle. On a bien vu les résultats ont donné de bonnes choses pour nos patients précédemment. Et donc pour conclure, j'aimerais juste dire qu'il est important que nos patients soient suivis de façon précoce. Parce que lorsqu'ils arrivent à 3 ans et qu'ils ont déjà les poumons détruits, le pronostic, la plupart du temps, c'est irréversible. Donc, avoir un dépistage néonatal serait très bien pour faire un meilleur suivi, que ce soit au niveau bactériologique, au niveau de l'état des poumons. Ce serait vraiment très bien. Je vous remercie.